Bien, merci. Je vais parler un peu du contexte international dans lequel se déroulent ces révolutions arabes, mais avant de le faire, parce qu'aujourd'hui on est un an après le début de ces révolutions et qu'on voit petit à petit émerger un discours très pessimiste, alors des fois à connotation islamophobe en disant on a connu le printemps arabe, maintenant on va connaître l'hiver islamiste, etc. Mais aussi parce que les premières victoires obtenues, c'est-à-dire le renversement des présidents en Tunisie et en Égypte, n'ont pas été suivies immédiatement ou de manière aussi facile peut-être par d'autres changements, il y a une espèce de pessimisme contre lequel d'abord je voudrais m'inscrire. Ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le monde arabe est réellement quelque chose d'historique, à la fois pour les peuples de la région et aussi pour l'ensemble de la planète. Les mobilisations qui se sont développées, je crois qu'elles marquent un point de non-retour. Ça ne veut pas dire que les choses seront simples, ça ne veut pas dire que les changements arriveront d'ici en 24 heures, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment profondément changé au sein à la fois des sociétés et à la fois au sein de chaque individu. Et quand les gens disent la peur a disparu, je crois que c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que quand on voit le courage avec lequel le peuple à Bahreïn, en Syrie ou au Yémen, résiste à une répression qui est une répression féroce, on ne peut pas penser que c'est un mouvement superficiel. C'est un mouvement qui est né, ce mouvement dans le monde arabe, d'une longue préparation. Et là aussi, je crois que c'est important de le voir. C'est vrai que d'une certaine manière, il a surpris tout le monde. Et il a surpris tout le monde parce que la plupart des analystes regardaient les sociétés, regardaient le monde arabe à travers les dirigeants et ne mesuraient pas les transformations qui s'étaient faites dans ces sociétés, transformations de l'éducation, du rapport au monde avec les télévisions satellitaires, avec Internet, mais aussi les mobilisations, les mille et une mobilisations locales qui pouvaient sembler tout à fait dérisoires et qui ont permis de préparer le mouvement. C'est-à-dire des résistances contre la police, mais qui n'étaient pas d'ailleurs forcément politiques. Des fois, c'était les petits marchands dans les rues du Caire qui faisaient des choses entre guillemets illégales parce que c'était pas autorisé de vendre et qui se battaient contre la police. Des fois, c'était, on l'a vu avec le rôle que les équipes de supporters des clubs de football égyptiens ont joué dans l'affrontement avec la police, dans le refus de cette répression permanente qu'il y avait. Des fois, dans des luttes sociales importantes qu'il y a eu en Égypte, en Tunisie, etc. Et donc, je crois que c'est cette longue préparation du mouvement, cette maturation petit à petit qui fait qu'aujourd'hui, ce mouvement continue à résister. Et je crois que c'est important de ne pas céder à ce pessimisme, d'autant que ce mouvement n'a épargné aucun pays. C'est même s'il n'y a pas eu partout des soulèvements comme en Égypte ou en Tunisie, partout il y a eu des mouvements. Et partout, d'une manière ou d'une autre, les dirigeants doivent le prendre en compte. On l'a vu au Maroc avec les réformes. Quoi qu'on pense de ces réformes, elles n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le sentiment des pouvoirs qu'il fallait céder quelque chose. Et je crois que ça aussi, c'est quand même important. Et c'est ce mouvement, et là je fais la liaison, disons, avec la situation internationale, il a été aussi favorisé par une transformation de la géopolitique mondiale depuis une quinzaine d'années. Vous savez, après la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, etc., plein d'analystes occidentaux ont dit, bon, maintenant, on est rentré dans un siècle américain, c'est la fin de l'histoire, le modèle occidental a dominé, le modèle occidental à la fois démocratique et libéral sur le plan économique. Aujourd'hui, ce discours n'est plus du tout tenable.
Et personne d'ailleurs ne le tient. Les Américains parlent eux-mêmes d'un monde post-américain, c'est dans lequel les États-Unis seront une puissance, mais ils ne seront plus cette puissance hégémonique qu'ils ont pu être, parce qu'ils font face à la montée de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de la Turquie, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des puissances anti-américaines, mais qui chacun se battent en fonction de leurs propres intérêts. L'autre aspect aussi qui est très important, c'est que ce changement du rapport de force, il est aussi dû d'une certaine manière à la politique qu'a menée George Bush, qui a été une politique, disons, de guerre contre le terrorisme et une politique aventuriste, qui a profondément affaibli les États-Unis dans la région qui nous concerne. Et on l'a vu aussi bien en Afghanistan qu'en Irak, c'est-à-dire qu'on a cette situation où les Américains ont perdu militairement en Irak, et ils vont perdre demain militairement en Afghanistan. Ils sont en train de préparer, comme vous avez vu, des négociations avec les talibans. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé là et qui est d'une certaine manière la démonstration que on ne peut pas diriger un peuple de l'étranger. On ne peut pas imposer à un peuple une direction étrangère. Et l'Irak est assez intéressant parce que, d'une certaine manière, on avait au pouvoir la pire des dictatures qu'il y avait dans le monde arabe, avec Saddam Hussein. On avait une population qui, dans sa grande majorité, chiite, kurde, et une partie des sunnites se sentaient opprimés, qui ont été, entre guillemets, libérés par l'intervention étrangère, et qui se sont tout de suite retournés contre cette intervention étrangère. Et qui fait qu'au bout de 8 ans, les Américains sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir en renonçant au maintien de troupes, alors qu'ils avaient dit qu'ils voulaient des bases, qu'ils voulaient maintenir, et avec un régime irakien qui a beaucoup d'aspects négatifs, mais qui n'est sûrement pas un régime aujourd'hui à la mode des Américains, puisque ses relations les plus fortes aujourd'hui sont avec Téhéran. Donc, il y a cet affaiblissement des États-Unis, qu'on a pu voir aussi dans leur réaction au mouvement de contestation. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est de dire, mais oui, c'est vrai, la France et les États-Unis ont soutenu Ben Ali jusqu'au bout, mais avec Moubarak, ils ont été beaucoup plus prudents. C'est pas vrai. J'ai là des déclarations du président Obama, bien après le 25 janvier, c'est bien après le début des premières manifestations, disant le président Moubarak a joué un rôle très positif, nous voulons continuer à coopérer avec lui sur beaucoup de questions. Le vice-président Biden qui disait Moubarak n'est pas un dictateur, et des commentaires disant nous ne choisissons pas entre la rue et le gouvernement, etc. Alors, qu'après, les Américains qui ont des liaisons avec l'armée essayent, une fois qu'il a apparu clairement que le régime Moubarak allait tomber, préparent et continuent à essayer d'influencer l'Égypte, c'est évident. Ils le font, ils ont, comme j'ai dit, des relations avec l'armée, ils ont une aide économique importante, ils ont des moyens d'intervention. Mais je crois que c'est important de ne pas les surestimer, ces moyens. C'est-à-dire, ce que les révolutions ont montré dans ce monde arabe, c'est que les peuples arabes ont pris en main leur destin et que personne ne peut les empêcher de prendre en main ce destin. Bien sûr qu'il y a des oppositions, bien sûr que ni les Occidentaux ni les États-Unis n'accepteront facilement le développement de politiques indépendantes dans le monde arabe, mais leurs moyens sont, à mon avis, plus limités. Alors, il est difficile de dire quel va être l'avenir de ces révolutions arabes. Parce que il y a les changements qui ont lieu dans le monde arabe, et puis il y a des changements beaucoup plus globaux et importants dont j'ai parlé, en partie, qui est le changement de la donne internationale, à la fois par l'émergence de ces grandes puissances qui commencent à se chercher. C'est évident que ce soit la Chine, la Turquie ou le Brésil, on sent très bien qu'il n'y a pas encore de politique très définie, qu'elles peuvent varier. Je disais récemment que le Brésil a nommé un monsieur au Proche-Orient, un peu sur le modèle qu'ont les Américains, les Européens, etc., poursuivent les questions du Proche-Orient, qui montrent leur volonté d'intervenir dans ces questions. On avait vu au moment de la guerre, des négociations avec Téhéran, la tentative turque et brésilienne
de négocier un accord entre Téhéran et les pays occidentaux. Donc il y a une volonté de jouer ce rôle. Maintenant, encore une fois, nous sommes au début d'un processus. Et puis il y a un autre élément qui est très important, qui pèse sur évidemment l'avenir, c'est la crise économique mondiale. On n'est pas dans une crise traditionnelle telle qu'on a pu le connaître depuis 30 ans, avec des périodes je dirais, des périodes enfin, de diminution de la production, de chômage, et puis après il y a une reprise, etc. On est face à une crise structurelle extrêmement profonde qui affecte le monde entier, mais qui affecte en premier lieu les pays du Nord, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et qui amène à devoir s'interroger sur quel type de changement on peut mettre en œuvre et quelle politique économique on peut mettre en œuvre. Le principal défi aujourd'hui pour les pays arabes, c'est de trouver aujourd'hui un modèle de développement qui permet de résoudre l'immensité des problèmes économiques qui se sont accumulés depuis des décennies et pour lesquels il n'y a pas facilement de solution. Mais en même temps, ça donne à ces pays, je dirais ce monde un peu multipolaire, mais même cette crise économique, donne à ces pays des possibilités de négociation et de réflexion et de ne pas se retrouver dans un face-à-face entre eux et les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller voir d'autres pays pour demander des aides, pour réfléchir à des aides, pour réfléchir à d'autres formes de coopération. Il y a eu une information qui n'a pas été beaucoup répercutée il y a quelques semaines, que le Portugal a demandé à l'Angola une aide financière. Vous savez que l'Angola a été pendant 1 siècle, 2 siècles une colonie portugaise, et on a ce truc extraordinaire, on voit un pays européen demander de l'aide financière à l'Angola. Mais il y a d'autres pays qui peuvent accorder cette aide financière aujourd'hui, le Brésil, la Chine. La Chine est une immense puissance. Ça donne, si vous voulez, des capacités, ça permet aux gouvernements qui le souhaitent et aux pays qui le souhaitent de chercher leur propre voie et de ne pas être soumis à ce qu'on appelait avant le consensus de Washington, c'est-à-dire vous voulez des crédits, et là il faut que vous privatisiez, il faut que vous, etc. Il y a eu d'ailleurs une aparté en Égypte, toute une série de décisions prises de renationalisation d'un certain nombre de sociétés sous la pression des travailleurs qui ont été pour l'instant confirmées par les instances judiciaires malgré le refus des militaires, montre là aussi bien qu'il y a cette mobilisation. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire, évidemment, l'avenir de tout ça dépend de la mobilisation des peuples et de leur détermination. Et je suis convaincu que cette détermination exige, je dis, le courage dont font preuve les gens qui travaillent qui manifestent face à des chars ou à des gens armés, mais c'est aussi une mobilisation qu'on voit plus ou moins qui est au jour le jour dans les élections syndicales, dans les élections dans les universités, dans les élections dans les lycées, dans les nouvelles administrations qui se mettent en place dans les hôpitaux, etc. C'est une lutte au jour le jour, mais dans laquelle s'exprime avec force cette volonté de ne pas retourner en arrière. Et si on voulait avoir là-dessus une dernière preuve de cette détermination, c'est les élections. Le phénomène le plus important de ces élections en Égypte et en Tunisie, mais en Égypte surtout, c'est l'extraordinaire participation électorale des gens. Je veux dire, pour vous donner un ordre de grandeur, dans les élections les moins truquées qu'il y a eu en Égypte, qui ont été celles de 2005, où le pouvoir avait laissé élire 80 députés des frères musulmans, il y avait eu en gros entre 4 et 5 millions d'électeurs. Là, on pense qu'on va aller vers 30 millions d'électeurs. C'est-à-dire que les gens ont été votés, ils ont fait la queue pendant des heures, etc. C'est, je crois, une détermination que ça fait montre de leur détermination à vouloir que les choses changent. Je crois que le contexte international, d'une certaine manière, favorise cette mobilisation et doit nous amener à l'optimisme sur l'avenir. Je vous remercie.
Bien, j'aimerais à mon tour remercier le collectif des musulmans de France, CMF et la dynamique du printemps 2012 d'avoir organisé cette rencontre ce soir. On se retrouve dans des conditions qui, malgré les premiers problèmes de son, finalement, sont excellentes. Il faut se réjouir de pouvoir se rencontrer dans de telles conditions et puis de pouvoir échanger. Alors, je vais faire et suivre un tout petit peu l'exemple de tous mes prédécesseurs, essayer de faire une intervention courte qui vous donne ensuite la parole, puisque le but c'est quand même qu'on échange autour de ces réflexions. Alors, en guise d'introduction, vous allez vous en rendre compte aussi dans le cours de ma réflexion, mais je crois que c'est assez visible dans ce qui a été déjà perçu. Nous n'avons peut-être pas forcément les mêmes analyses des faits, la même approche des dynamiques, ou la lecture des faits récents ou plus anciens dans le Moyen-Orient, voire même aussi en France. Mais une chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quelle que soit la compréhension que l'on a des événements aujourd'hui en Afrique du Nord ou dans le monde arabe, ou de ce qui est finalement la réalité de la crise économique et sociale que nous avons en Europe, il y a des signes qui sont des signes positifs et qu'il faut saluer. C'est-à-dire la mobilisation de ces peuples, ce qu'Alain vient de rappeler, la réalité également dans la mobilisation de ces peuples. Après, on peut être d'accord ou pas selon les types de rapports que ces peuples peuvent avoir avec leurs références, mais une chose qui est positive et qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à partir d'un certain moment, au moment où les peuples se lèvent contre les dictatures, ils le font au nom de leur quête de dignité et de liberté, mais en même temps à partir de leur univers, à partir de leurs références, à partir de leur être. Et c'est ça aussi qu'il faut relever. On est sujet de son histoire quand on reprend en main, quand on reprend en charge le sens de son histoire, non pas quand on est dans l'histoire des autres, mais quand on devient porteur de sa propre trajectoire historique, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, il y a des choses qui sont positives, et de la même façon, quand nous avons les mouvements qui sont les mouvements d'occupation, ceux qu'on a vus aux États-Unis, à Wall Street, ceux qu'on a vus à Londres, ceux qu'on a vus ici, les mouvements des indignés en Espagne, ou ce qui s'est passé en Grèce, vous avez aujourd'hui des femmes et des hommes qui sans toujours être au clair sur ce que va être la vision de l'avenir. Ce qui est clair, c'est le refus de l'état actuel du monde, en disant ce ne peut pas être ce que vous nous avez vendu comme de la démocratie, à savoir que nous avions le choix de notre société, il se fait ailleurs. Des gens sont élus et n'ont pas le choix, et ceux qui ont le choix ne sont pas des élus, et qui prennent la place de ces élus selon les crises. Tout cela est positif. Une conscience, quelque part dans cet univers, dans cette crise globale, est à l'œuvre, et ça, il faut la saluer. Ce qui m'intéresse dans tout ceci, et que j'ai répété, c'est aussi l'objet de différentes discussions qu'on a pu avoir, c'est que nous avons des diversités d'analyse, et que ce qui me paraît une exigence de cette conscience qui s'éveille, c'est de réussir à maintenir le caractère positif de la mobilisation et de sa force, tout en ne le faisant pas au prix d'une perte de la lucidité des questions politiques et des enjeux contemporains. Parce que c'est le plus difficile, être énergique quant à la volonté et au pouvoir de dire non, et rester lucide quant aux potentialités d'aliénation, de manipulation ou finalement de désorientation ou même de récupération des mouvements. Et ce que l'on voit aujourd'hui, bon, encore une fois, ça a toujours été le cas dans les débats que j'ai eus avec Alain Grèche, j'ai toujours été plus pessimiste que lui. Sur le plan de mes analyses, il a toujours été beaucoup plus porteur de... Et je pense que ça n'est pas avoir raison ou avoir tort, c'est juste des constats où je vois, où je suis, je ne sais pas si on peut dire plus prudent, en tout cas, beaucoup de choses m'interpellent dans ce qui est en train de se passer. Je suis d'accord sur un certain nombre de points, c'est un tournant historique, des choses changent et il n'y aura pas de retour en arrière, mais
je ne vois pas ce qui est en train de se passer dans le monde arabe comme ce qu'on nous a présenté, et uniquement comme ce qu'on nous a présenté, c'est-à-dire un effet domino où les peuples se suivent les uns après les autres. C'est vrai quant à l'énergie populaire, c'est moins vrai quant au choix politique. Je vois ceci beaucoup plus comme un jeu d'échecs dans lesquels il faut analyser pays par pays en se rendant compte des connexions qu'il peut y avoir. Et ça me paraît être aussi, à mon sens, une nécessité de la lucidité et non pas de l'émotivité. Moi, encore une fois, je vous l'ai déjà dit pour certains d'entre vous quand vous êtes venus à d'autres rencontres ou d'autres sont nouveaux. J'ai pu ici m'exprimer dans les textes que j'écris chaque semaine sur le site, mais j'ai des retours de gens qui sont tellement dans l'énergie positive que toute critique est perçue comme une remise en cause de l'énergie populaire. Non, c'est pas du tout ça. L'énergie populaire, Dieu sait si je suis du côté de ceux qui, sur Minan et Tahrir aujourd'hui, disent et répètent qu'ils ne veulent pas que l'armée manipule ce qui est en train de se passer en Égypte. Dieu sait si je suis de ceux qui aujourd'hui soutiennent ce qui est en train de se passer dans la mobilisation syrienne ou dans la mobilisation au Bahreïn, mais en même temps, être du côté de ceux qui se mobilisent ne veut pas dire qu'il faille émotivement devenir aveugle à des enjeux qui sont réels, je veux dire, penser aujourd'hui que les Américains ou que les Européens ont perdu pied au Moyen-Orient, pour moi, c'est un vrai problème. Je pense que les enjeux sont je ne pense pas qu'on va laisser faire les choses en Égypte aujourd'hui de la façon dont les choses se passent, en sachant quelles pourraient être les conséquences, même par rapport au conflit israélo-palestinien, aux enjeux des processus démocratiques en Égypte et de ce qui pourrait être l'avenir dans la région. Et en même temps, je dis et je répète que fait partie de la lucidité le fait d'analyser en amont ce qui s'est passé dans la région et du point de vue des ingrédients socio-économiques qui ont fait que des peuples se soulèvent. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Alain, c'est-à-dire qu'il y a une réalité de mouvement qui était là, de résistance sociale, un potentiel de résistance sociale, et puis il y a aussi clairement, et ça n'est pas nouveau, les citations sont là, les politiques sont là, la décision en même temps, et des États-Unis et des pays européens, d'un changement de politique nécessaire au Moyen-Orient, car à ne pas changer de politique, ils perdaient les peuples et les marchés. Ça me paraît être une donnée qui n'est pas simplement un secret, elle a été formulée, elle a été traduite, et il faut s'en rendre compte. Dire ceci, ça n'est pas agir contre le caractère positif, c'est préserver la lucidité dans le mouvement, pour savoir quels sont ceux qui potentiellement peuvent être des partenaires. Et je dis ceci parce que, aussi, dans nos luttes et dans nos résistances ici en France ou en Occident, il faut aussi se rendre compte de ces données. Il faut aussi garder cette lucidité et il faut la garder de façon constante, c'est-à-dire c'est un travail de tous les jours, c'est un travail d'analyse de tous les jours. Dans ce qu'a dit Soufiane et avec lequel je suis d'accord sur une chose, c'est que s'il y a une chose qui m'intéresse dans le printemps 2012 et qui est en lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un mot. Et ce mot, c'est le mot de libération. C'est-à-dire accompagner des processus de libération, se libérer des aliénations possibles. Et à mon sens, de là où je parle, de mon univers de référence, quand je dis par exemple que je me réconcilie avec un univers de référence, ce que je dis, et ça c'est un mot qui est aussi nécessaire dans une vision du monde, c'est une dimension de la libération spirituelle. Et quand je dis libération spirituelle, je ne la réduis pas à la question d'une religion pour la religion. C'est une libération spirituelle, c'est donner à ces luttes contre la potentialité d'un sens que l'on défend. Défendre un sens, que ce qui fait cette lutte, ça a un sens. Ça a le sens de la dignité humaine, ça a le sens de la valeur que l'on donne aux hommes. Alors quand on est d'un univers religieux, bien évidemment, ça a une dimension qui peut être de la transcendance, mais c'est de dire, je m'oppose à ce qui aliénera mon rapport au monde et qui me fera vivre dans un monde qui perd du sens pour ne gagner qu'en rentabilité, productivité, l'intérêt de certains et la perte de tous les autres.
cette libération-là, elle est nécessaire au cœur. Ceux qui sont dans la rue, les indignés, ce qui est finalement implicite dans ce livre très simple de Stéphane Hessel, qui a eu un succès incroyable, c'est quoi? C'est indignez-vous, pourquoi? Mettez du sens où l'on vous donne un ordre de vous soumettre à un ordre qui n'est pas celui que vous aimeriez en tant qu'être humain, c'est-à-dire résister au nom du sens. S'il y a une chose qui peut unir des femmes et des hommes d'univers différents, de références différentes, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, ou athées, ou agnostiques, ou bouddhistes, c'est celle-ci. C'est qu'à partir d'un certain moment, comment traduit-on ce processus de libération du sens? Spirituelle au sens de libérer du sens, exiger du sens à cet ordre que l'on nous donne, social, politique ou économique. C'est pour moi déterminant. Je n'ai pas envie de faire des alliances uniquement sur des alliances contre. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, à des moments donnés, je me suis rendu compte que ceux qui, avec moi, travaillaient pour aller contre un pouvoir, m'instrumentalisaient pour leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une quête de sens, ils sont dans une autre quête de pouvoir. Or, être avec le pouvoir contre un autre pouvoir et se faire manipuler contre par ceux qui nous disent lutter contre la manipulation des autres, au bout du compte, ça reste de la manipulation. Donc, pour moi, c'est une exigence, une des dimensions. L'autre dimension de la libération, c'est une libération intellectuelle. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, avoir le courage, non pas simplement de se réveiller socialement, mais de se réveiller intellectuellement, c'est-à-dire de poser les questions, c'est-à-dire de faire l'analyse, c'est-à-dire de devenir des sujets, de devenir des citoyens, et de cesser d'écouter les discours qui nous sont donnés, de penser aujourd'hui qu'on a un discours politique qui va résoudre la fracture sociale, alors qu'on n'en a rien à faire réellement de résoudre le problème de la fracture sociale, que le seul but du discours politique aujourd'hui, c'est comment fait-on de controverses en attaque personnelle pour capter le plus d'électeurs possible. Et ça finit par dire, non, mais ça finit... Non. Ça finit par nous faire d'entendre aujourd'hui, mais vous savez, pour l'avenir de la France, Jeanne d'Arc n'appartient à aucun parti. Prenez-nous pour des imbéciles. Prenez-nous pour des imbéciles, la récupération de Jeanne d'Arc sur l'identité française. Qu'est-ce que c'est que ça? Et si c'est ça le discours politique qui va unir la France, eh bien, bonne chance à la France. Bonne chance à vous, parce que c'est vous, finalement, c'est aussi votre identité sujet. Ça, pour moi, ça s'appelle une libération intellectuelle, c'est-à-dire questionner les terminologies, questionner les termes du débat, questionner les projets sociaux, les projets économiques. Ça, c'est intellectuellement un travail qui est de sortir mais ça va loin, parce que ça va même jusqu'à se libérer intellectuellement des projections qu'on vous fait sur le monde arabe, en vous disant, mais je veux dire, ça fait 30 ans qu'on va nous dire, vous savez, on a un vrai problème. On a une question très profonde à vous poser. Alors vous attendez que ça va être profond. Est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Vous dites d'accord. Alors ça c'est profond. Le problème, c'est pas que les musulmans n'ont pas de problème avec la démocratie, c'est qu'il se pourrait qu'en Occident, on ait des problèmes avec des musulmans qui puissent vivre dans la démocratie. Le problème, il n'est pas là-bas, le problème, il est ici, quand pendant 30 ans, quand pendant 40 ans, vous avez d'abord colonisé, puis ensuite vous avez traité avec les pires des dictateurs, en laissant entendre que vous le faisiez pour le bien de la liberté des peuples et surtout de vos intérêts spécifiques. Ça veut dire qu'il faut avoir le courage de dire ça. Il faut avoir le courage de confronter les gens qui, dès qu'ils utilisent le mot sharia, en font un mot qui devient un mot controversé, un mot de toutes les diabolisations possibles. Mais qu'est-ce que vous savez de ce terme? C'est-à-dire questionner intellectuellement la terminologie qu'on vous renvoie et qu'on colonise aussi, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de coloniser des peuples, il s'agit de coloniser des mots, il s'agit de coloniser des sens, et ça il faut s'en libérer aussi. Donc il faut questionner ceci, et ça c'est notre travail. Si on ne le fait pas là où nous sommes, dans la langue qui est la nôtre, dans la langue qui est la vôtre, eh bien ne vous attendez pas à être mieux compris si vous ne faites pas le travail de mieux traduire.
dans un travail de liberté intellectuelle et de libération intellectuelle. Et puis vient dans ce processus-là tout ce dont on est en train de parler, la libération sociale, la libération politique et la libération économique. Ce processus de libération, c'est ce que je vois moi entre ce que nous faisons ici, dans un travail de résistance à un certain type de pouvoir qui nous est imposé, un pouvoir de l'aliénation, parce que, encore une fois, j'ai un vrai problème avec ce qu'on nous présente comme l'idéal de l'économie libérale, qui est un appel au consumérisme. Pour moi, ça ne peut pas être ça. Moi, j'écoute ce que dit Arundhati Roy depuis l'Inde, qui dit on nous présente l'Inde comme un pays émergent, mais au bout du compte, jamais un pays n'a été aussi corrompu. Et quand je vois ce qui se passe dans le monde arabe, je vois derrière ce qu'on appelle un souffle populaire, peut-être quelque chose qui est le contraire de ce que l'on croit, l'entrée du monde arabe dans la grande économie de marché. Ouvrez les marchés, faites s'illusionner le peuple. Je ne suis pas sûr que tout ça, ce ne soit pas aussi des choses qu'il faut questionner, c'est-à-dire faire entrer les peuples dans un grand ordre du marché et de la consommation. Et je ne suis pas sûr non plus que les peuples eux-mêmes soient équipés à cette résistance-là. Je ne suis pas sûr de ça. Et ce que j'entends aujourd'hui des partis islamistes qui hier étaient beaucoup plus dans la théologie de la libération, libérer les pays au nom des pauvres, sont souvent aujourd'hui pour apaiser l'Occident, acceptant l'ordre économique tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il faille simplement s'arrêter aux stratégies apparentes. Il y a un pays qui fait des choses intéressantes sur le plan de ce que disait Alain Grèche dans le rapport multipolaire. C'est la Turquie aujourd'hui qui est en train de s'ouvrir vers l'Afrique. 35 ambassades ouvertes en Afrique sur les 5 dernières années. L'ouverture sur l'Amérique du Sud. Des choses tout à fait intéressantes avec des pays d'Amérique du Sud, avec l'Afrique du Sud et avec l'Asie. Donc ils essaient de trouver dans cet ordre général, non pas une économie alternative, mais questionner l'ordre par la diversité des alliances. Il faut aussi qu'on réfléchisse à ces types de stratégies, voir si c'est possible et voir ce que ça donne. Et j'en arrive à ma conclusion, c'est-à-dire que dans ces processus-là, de ces triples libérations et de cette résistance, je ne suis pas sûr qu'on ait un projet commun, mais il y a du sens commun que l'on peut mettre à nos résistances. La première, à mon sens, et je ne cesse de le répéter parce qu'encore une fois j'y suis confronté tout le temps, c'est de passer de l'émotif à plus de lucidité et de passer du contre, ce qui nous est donné, à quelque chose qui serait une proposition du pour, quels pourraient être nos objectifs. Et moi, ce qui me paraît important, c'est de déterminer des chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille et vis-à-vis desquels on peut travailler depuis ici, depuis là où vous êtes en France, depuis là où nous sommes en Europe, depuis l'Occident, puisque c'est de nous dont il s'agit dans cette idée de ce printemps 2002, c'est comment accompagner ces mouvements aussi qui dans le Sud disent non, qui veulent plus de dignité et de la justice, dont on doit dire et répéter en Occident, quel que soit le choix des peuples, il ne vous appartient pas de dire si le peuple a raison. Et quand je dis ceci, je dis qu'il faut rappeler à l'Occident non pas simplement ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie ou en Égypte, il faut aussi rappeler ce qui s'est passé en Palestine. Le peuple palestinien est l'oublié du processus démocratique. On a diabolisé le peuple d'avoir élu des gens qu'on ne voulait pas. Il ne faudrait quand même pas qu'on oublie ça, parce que ceci aussi, c'est la mémoire longue. On a fait la même chose en Algérie. Le traumatisme algérien, il vient de là aussi. À un moment donné, on a décidé que le peuple algérien avait mal voté. Et on nous l'a répété. Et aujourd'hui, ceci, il faut qu'on tienne compte de cette mémoire-là. Il ne suffit pas de voter pour être accepté dans la scène internationale. Tout dépendra aussi de ses conséquences. Donc il faut rester aussi lucide avec une mémoire des événements qui se sont passés ces 20 dernières années. Et ce que je mettrai en évidence en termes de chantier d'engagement, c'est effectivement ce que je disais, cette parole qui va questionner la terminologie et qui va produire du sens et une libération intellectuelle. Ça, c'est notre travail sur lequel on essaie de travailler ensemble dans la diversité de nos rapports à ces questions-là. Le travail qui consiste aussi à questionner les politiques éducatives dans nos sociétés. J'étais hier au Portugal, justement,
Et j'ai entendu pour la première fois une formule qui m'a beaucoup plu, quelqu'un qui travaille sur les processus éducatifs et qui disait « En fait, l'un des grands problèmes de nos démocraties contemporaines et des pays avancés, c'est une stratégie de l'ignorance. » Et j'ai écouté ça, je dis, mais moi j'arrête pas de dire qu'il y a des trucs qu'il faut qu'on enseigne, puis au bout d'un moment on peut se dire, mais ce qu'on n'enseigne pas, les ignorances entretenues, de soi et de l'autre, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose que nous devrions questionner ici. Questionner les ignorances que l'on entretient. Et la première, c'est l'ignorance de soi. Et là-dessus, beaucoup d'entre vous qui êtes ici, votre histoire d'être français, il faut aussi être capable de ne pas tomber dans une ignorance dans laquelle on vous entretient et qui vous fait perdre le sens de vous comme sujet de cette histoire, ici, là où vous êtes. Ça, c'est un travail qu'on devrait faire. On a parlé de tout ce qui concerne l'emploi, c'est déterminant comme chantier. Le travail de l'économie, encore une fois, il faut questionner ceci. Tout ce qui se dit au Moyen-Orient et qui n'intègre pas le paramètre économique et géostratégique est une lecture amputée des processus. À mon sens, c'est même grave, c'est même contre-productif de faire une lecture strictement politique de ces mouvements-là. Ce sont des mouvements avec lesquels il faut connecter très clairement à des réalités géostratégiques et à l'économie régionale. L'intervention et la présence de la Chine, de l'Inde, de l'Amérique du Sud, de certains pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, de l'Afrique du Sud, ou aujourd'hui de la Turquie, aujourd'hui mettent à mal les anciens rapports de pouvoir. Je pense que de ce point de vue-là, il faut que nous étudions ces réalités-là, tel que celle-ci a été mis en évidence, comme des espaces sur lesquels nous devons travailler. Alors c'est là peut-être où nous avons quelque chose à faire, quel type de discours constructif, quel type d'objectif nous avons à apporter en matière de sens sur ces questions-là. Et encore une fois, il appartient à chacun de pouvoir le dire en tant que femme ou en tant qu'homme, comme citoyen, avec toutes les références qui déterminent son éthique. Il n'y a pas à être moins soi-même pour être mieux français sur ces questions-là et à apporter sa contribution sur les lectures par rapport au Sud. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tomber dans un discours nationaliste français pour la France qui oublierait la responsabilité historique de la France par rapport au pays dont certains d'entre vous viennent depuis des générations. Sur la question africaine, sur la question du Moyen-Orient, il faut reconnecter, il faut être sujet en France et reconnecter toutes ces dimensions-là pour ne pas tomber dans ce qu'on est en train de voir. Si vous acceptez, au bout du compte, on vous parle de Jeanne d'Arc pour parler de l'identité française, eh bien il va falloir aussi que vous puissiez apporter une autre contribution à ce discours. Et c'est comme ça que je vois le lien dans cette résistance-là et dans cet apport de sens et ces triples libérations dont chacun d'entre nous, à sa façon, doit pouvoir non simplement expérimenter ou avoir l'expérience de la teneur, mais également la proposition des thèses politiques. Merci.